Bonjour, bienvenue encore une fois, les gens qui écoutent cette communauté 60 minutes Softeam Consulting. Et cette semaine, nous allons plus nous pencher sur le devoir de vigilance, de comment gérer, identifier des nouveaux risques. Et c'est Anne Decroix, notre experte, qui va nous présenter ça. Bonjour à toutes et tous. Bonjour, voilà. Donc de quoi nous allons parler? Donc, les risques évoluent, les classifications, les plans de vigilance classiques, ceux qui ont connu, par exemple, BAL 2, BAL 3, avec la classification classique dans le monde de la finance, qui a un peu évolué ailleurs, quelque part, sont de moins en moins pertinents. On va le démontrer pourquoi. Les régulateurs ne proposent pas aujourd'hui de cadre cohérent. Par contre, le cadre légal, lui, il n'a pas bougé. Enfin, quelque part, nos obligations. Donc, Anne va rentrer beaucoup plus dans le détail. Et la question, enfin, aujourd'hui, notre conviction, c'est que le devoir de vigilance, quelque chose qui existe, et quelque chose qui va s'imposer, enfin, qui s'impose à nous, qui va un peu au-delà des normes de gestion de risque, comme la ISO 31000, qui est toujours un guide. L'outil, le fil conducteur, le fil rouge, un peu du pilotage des risques, c'est le devoir de vigilance. Donc, ce que je vous propose, c'est très rapidement passer sur la présentation de Softeam parce que c'est important pour savoir qui on est. On est à quelques-uns à se connecter aujourd'hui, donc comme ça, il y a peut-être des nouveaux qu'on présente Softeam d'une manière générale. Donc, Softeam, c'est la filiale conseil et services de DocaPost, elle-même filiale de la Poste. On est les leaders de la confiance numérique. Donc, c'est effectivement quelque chose d'important. On est le groupe expertise et conseil, de la partie expertise et conseil, solutions délégation, plateforme numérique. Donc, tout ça, c'est dans le mix des services de DocaPost. Ça fait plus de 135 ans qu'on existe et on est Softeam, on est filiale de DocaPost, donc avec plus de 35 ans d'existence. Voilà, les derniers chiffres que nous avons, plus de 250 millions de chiffres d'affaires. On est un peu partout en France. On est maintenant plus de 2000 multispécialistes avec tous les domaines classiques, avec des experts, les métiers qui vont répondre aux besoins, tout ce qui est important, IA, cybersécurité, agilité et système d'information et transformation. Ça, c'est quelque chose qui est la chose la plus importante pour nous. Softeam Consulting va dans les 4 piliers de la transformation, métier, digital, réglementaire, SI. Là aussi, on est à peu près 200 maintenant aujourd'hui, avec des communautés. Et une de ces communautés, c'est la partie ESG, finance responsable. Peut-être si en 30 secondes, tu peux te présenter aussi, Anne, à quel titre tu fais partie de cette communauté? Alors, j'ai rejoint Softeam il y a quelques mois en tant que senior manager. J'ai une expertise plus particulière sur les risques, sur tout ce qui est risque juridique, gestion des risques. Et c'est d'ailleurs à ce titre que je vais vous parler du devoir de vigilance. Très bien. Dans ce cas-là, je continue à te donner la parole. Voilà. Donc, les contextes et les constats et un peu où est-ce qu'on en est. Alors, le devoir de vigilance, en fait, je vais essayer de l'imager, d'avoir une présentation plutôt imagée pour que tout le monde comprenne bien l'ampleur du sujet et surtout les enjeux. En fait, selon moi, le devoir de vigilance, c'est un peu comme la notion de bon père de famille qui a existé jusqu'en 2014 dans le code civil, alors qu'il n'existe plus pour des questions d'égalité homme-femme, mais cette notion-là est très parlante sur le devoir de vigilance parce que elle implique, elle nous enseigne la prudence et que en fait, il faut protéger le bien qu'on nous confie. Et aujourd'hui, c'est un peu ça, le devoir de vigilance, c'est même totalement ça, puisque le devoir de vigilance, il implique de la prudence et que cette prudence n'est plus une vertu optionnelle, mais c'est une nécessité vitale à l'heure des nouveaux risques. Elle signifie de protéger son entreprise, d'être conscient et de veiller à sa responsabilité sociétale et surtout à la pérennité et la valeur à long terme de son entreprise. C'est loin d'être une énième obligation. C'est un vrai avantage stratégique pour ceux qui savent regarder un peu plus loin et se projeter dans l'avenir. Aujourd'hui, lors de cette présentation, nous allons vous proposer un voyage
où la vigilance devient un moteur d'avenir. Un exercice structurant pour les entreprises, intéressant parce qu'il apprend à comprendre quels sont nos enjeux, quels sont nos risques. Et ce qui est remarquable et ce qu'il faut soulever dans ce devoir de vigilance et la loi qu'il a créée quelque part, c'est que c'est une loi qui vise à prévenir et pas à sanctionner ou réparer derrière. Elle impulse un mouvement d'anticipation et c'est très important et c'est un petit changement de paradigme pour la loi. Voilà. C'est pour ça que cet exercice doit être fait de façon volontariste et avec la volonté de bien faire. Alors, pour vous expliquer un peu les origines de ce devoir de vigilance, il a été introduit en France en 2017 il impose aux grandes entreprises d'identifier, de prévenir et de gérer les risques graves relatifs aux droits humains, à l'environnement et à la santé et pour la chaîne de valeur des entreprises. Le devoir de vigilance, il est né en réaction, on va dire, à des scandales internationaux qui mettent en lumière les conséquences sociales et environnementales des activités de ces entreprises. Alors, aujourd'hui, ce n'est pas une critique, c'est un constat. On a tous des activités qui peuvent avoir un impact tant en interne, dans notre façon de gérer, dans notre vision, mais aussi en externe, tant sur l'environnement que sur les humains. C'est pour ça que le devoir de vigilance couvre des secteurs et des sujets très particuliers. Il couvre le droit humain, donc c'est la préservation, la prévention des violations et des abus dans les chaînes d'approvisionnement sur les personnes et sur les populations autochtones et plus largement sur tous les gens qui vivent autour. L'environnement avec la gestion des impacts écologiques et des risques climatiques liés à l'activité et tout ce qui est santé et sécurité des collaborateurs, des clients et des communes aussi dans lesquelles se situe l'activité. Le devoir de vigilance, on en parle beaucoup en ce moment parce qu'il a été initié en France en 2017, mais l'Europe s'est emparée du sujet également avec ce qu'on appelle la directive CS3D. Et il y a eu une nouvelle décision toute récente, puisqu'elle date du 13 novembre 2025, qui fixe les contours du devoir de vigilance sur les sociétés qui sont en Europe ou qui viennent travailler en Europe. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'obligation du droit de vigilance en France, obligé de publier, mettre à jour et appliquer un plan de vigilance avec une cartographie des risques, une procédure d'évaluation, des mesures d'atténuation, des dispositifs d'alerte et des suivis d'action. Donc ça devait être publié. Aujourd'hui, en Europe, l'obligation de vigilance est étendue à la chaîne de valeur. Il faut identifier, prévenir, remédier aux risques concernant les droits humains et l'environnement. Il y a une publication d'informations qui est également faite et aussi une publication sur le dispositif de suivi et d'évaluation. La nouveauté par rapport à la France, outre que l'application en fait est un peu différenciée, c'est-à-dire que elle va être échelonnée en Europe entre 2027 et 2029. Et d'ici 2028, en fait, plus de sociétés seront touchées en France. Mais ce qu'il faut également savoir, c'est qu'il pourra y avoir des sanctions financières quand ce devoir de vigilance ne sera pas respecté. Elles seront plafonnées à un certain pourcentage du chiffre d'affaires, mais pour autant, il y aura des sanctions, ce qui n'était pour l'instant pas réellement le cas en France. Voilà. Alors, pourquoi c'est important de bien connaître ces risques et d'essayer d'y remédier? C'est que les risques augmentent, les risques sont très différents d'année en année. Et
Et ça impacte l'activité des entreprises. Alors, si on regarde le classement des risques faits par les assurances, alors là, c'est un classement fait par une alliance. Le premier risque, c'est le risque cyber et le risque de technologie. Après, il y a tout ce qui est risque qui porte sur l'économie et l'inflation. Il y a en troisième position les risques climatiques et environnementaux. Après, il y a les risques liés à la chaîne d'approvisionnement, les risques humains et organisationnels et les risques réglementaires et réputationnels. Et quand vous prenez tous ces risques les uns après les autres, vous vous rendez compte que de toute façon, ces risques-là, on doit les analyser pour avoir une activité, pour protéger notre entreprise, parce que tous ces risques-là peuvent avoir des effets très négatifs, voire avoir, par exemple, je vais prendre sur la chaîne d'approvisionnement, générer une rupture de l'activité de la société, ce qui est donc pas neutre. Et quand on regarde les risques, alors je ne vais pas vous assommer de chiffres, mais quand on regarde les risques les uns après les autres, on se rend compte qu'ils peuvent coûter extrêmement cher à une entreprise. Alors maintenant, je vais vous parler de en quoi consiste concrètement la maîtrise des risques. Donc, première étape de la maîtrise des risques, c'est effectivement définir ces risques. Donc, c'est créer une cartographie des risques. Donc, c'est les identifier, les analyser, les hiérarchiser systématiquement sur tous les pans du devoir de vigilance, c'est-à-dire tout ce qui est droit humain, santé, environnement et cybersécurité, et aussi sur la durabilité. Alors, je vous expliquerai un peu plus tard ce qu'est la durabilité. Donc, vraiment, le format de la cartographie des risques peut évidemment prendre des apparences différentes en fonction de la taille de l'entreprise, mais l'essentiel, vraiment le cœur, la source, on va dire, de tout ça, c'est de savoir de quoi il s'agit. J'ai tendance à dire que la cartographie des risques, c'est le radar. C'est le signal, hein, et c'est ce qui nous permet d'avoir des signaux, de connaître ou d'entendre des signaux un peu faibles qui nous permettent de nous alerter. Un exemple concret, par exemple, un de nos fournisseurs, qui est l'un des fournisseurs les plus importants de l'entreprise, commence à avoir des problèmes de paiement. On nous alerte sur le fait qu'ils ne payent pas tous ces autres fournisseurs. Ça doit nous alerter. On doit se dire, tiens, il y a un problème, il se passe quelque chose. Par exemple, des sommes qui sont facturées sans qu'il y ait de contrat attaché. Toutes ces petites choses-là doivent pouvoir nous alerter, et peut-être que ce n'est rien, et peut-être qu'à la fin, il y a un risque. Et l'objectif, c'est que le risque ne se transforme pas en catastrophe. Alors, l'implication d'une cartographie des risques et plus largement d'un plan de vigilance pour une entreprise, il est multiple. Il est multiple parce que il est très transverse, en fait. Il faut savoir regarder, faire un tour à 360. Pour ça, il y a 6 étapes clés du plan de vigilance, qui sont d'abord auditer et diagnostiquer. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut réussir à regarder ces risques, voir comment ils s'appliquent, voir la conformité actuelle en fonction de si on est bien conforme aux règles en vigueur, si on l'est pas, si on a bien toutes les procédures. Voilà. Il y a certaines choses qu'il faut regarder. Et puis, il y a aussi quelque chose de très important et qu'on oublie de dire, c'est la mise en place d'une gouvernance. Parce qu'on ne peut pas maîtriser des risques sans avoir derrière une stratégie. Une propriété des risques. Une propriété des risques, une appropriation des risques par la gouvernance d'une société. Une gouvernance qui n'est pas consciente des risques, c'est une gouvernance qui va se mettre en risque. Donc,
c'est là où il y a un jeu savant à faire. Alors, il ne faut pas transformer, révolutionner son organisation, ce n'est pas le but de la manœuvre, c'est de donner aux bonnes personnes les bonnes missions. C'est la clé du succès. Après, il y a tout un travail qui se fait avec les actionnaires, les collaborateurs, les investisseurs et les partenaires aussi pour veiller à ce que tout le monde connaisse ses risques. Ce travail d'appréhension des risques, effectivement, passe par des interrogations, des questionnements et un travail en collaboration. Après, bien entendu, il y a tout ce qui est mis en place, des reportings et du monitoring un peu plus fin. Et notamment dans ce monitoring, il y a tout ce qui est critères ESG sur lequel je vais revenir derrière parce que c'est un peu le cœur aussi du réacteur. Et puis après, il y a tout ce qui est tout ce qui est mise, enfin, conformité continue, c'est-à-dire amélioration continue avec se poser des questions. C'est pas parce qu'à un moment X, on va faire une cartographie des risques que demain ou après-demain, elle sera encore valable parce que les risques évoluent. Ils évoluent énormément en ce moment sur la cybersécurité avec tout ce qui est IA. On a encore eu un exemple avec des pirates qui sont passés par l'IA pour intégrer des systèmes d'entreprise. Donc, je pense que aujourd'hui, les risques évoluent tellement vite, notamment aussi avec le changement climatique, que la cartographie des risques, elle doit être de toute façon adaptée et elle doit évoluer en permanence. C'est d'ailleurs cette évolution en permanence qui est représentée sur cette slide, c'est-à-dire que on fait une cartographie des risques. On met en place des actions de prévention et d'atténuation. Ces actions de prévention et d'atténuation, pour qu'elles fonctionnent bien, il faut qu'elles soient partagées avec les opérationnels, ceux qui gèrent, ceux qui font et ceux qui travaillent au quotidien dans des activités, les activités identifiées comme à risque pour une entreprise. Et puis, souvent, ça passe aussi par des clauses contractuelles, des audits réguliers. Une fois qu'on a fait ces audits réguliers et qu'on a regardé l'efficacité de ces clauses contractuelles, il faut faire un retour d'expérience, c'est-à-dire il faut voir si ça fonctionne ou pas, s'il faut les adapter, si en fait on n'a pas regardé tous les fournisseurs, si par exemple les sources de risque ont changé. Voilà. Donc ça, c'est une évaluation régulière, tant en interne que sur nos partenaires. Et puis après, il y a tout ce qui est mécanisme d'alerte. Alors, c'est souvent un gros mot parce que on a l'impression que les gens se mêlent pas forcément de ce qui les regarde. Pour autant, on a pu constater que les mécanismes d'alerte, quand ils ne sont pas écoutés, souvent donnent lieu à des catastrophes. Alors, c'est valable pour, par exemple, quelqu'un qui travaille sur une machine qui dit « Oh là là, elle est plus aux normes, il faut faire attention, elle chauffe trop souvent. » Et personne n'écoute parce que cette personne, sans doute, râlait un peu trop souvent. N'empêche qu'il avait raison parce que la machine finit par exploser parce que voilà, elle était en surchauffe trop régulièrement. Et ça, on voit dans l'histoire qu'il y a eu des catastrophes environnementales liées à cette absence de prise en compte de ces alertes. Donc, il faut savoir écouter, il faut savoir gérer, il faut savoir avoir une approche je veux dire, pragmatique de ces alertes-là. Et puis après, ce qu'il faut, c'est se regarder ce qui fonctionne pas, être à l'écoute. Et alors je vais dire sans doute une évidence, hein, mais qui est souvent bonne à rappeler, c'est qu'il faut savoir discuter non seulement avec les gens qui sont sur le terrain, mais aussi avec tous les actionnaires pour savoir avoir des retours d'expérience aussi sur ce qui se fait à l'extérieur. Alors, le devoir de vigilance, sa complexité, j'aurais tendance à dire, parce qu'une fois qu'on a expliqué les principes, faut quand même qu'on explique pourquoi le devoir de vigilance, aujourd'hui, il n'est pas si simple que ça à mettre en œuvre. C'est qu'il nécessite des compétences très transverses, parce que le devoir de vigilance, en fait, tout ce qui est cartographie des risques,
Ça va de la data et de la SI à l'expertise juridique, aux enjeux climat-environnementaux. Ça touche aussi, mine de rien, les assurances et la finance et tout ce qui est opération et gouvernance. Un exemple, bon, data SI, je pense que c'est assez simple de comprendre que de toute façon, quand il y a des cyberattaques, ça atteint notre entreprise. Il y a tout ce qui est juridique parce qu'il y a des risques réglementaires et réputationnels. Les enjeux climat, notamment avec tout ce qui est, alignement sur le plan climat, sur les accords de Paris. Il y a tout ce qui est, si on gère pas bien les risques, si on sait pas bien faire, eh ben, on risque de ne pas être assuré, on risque de ne pas être financé. Et après, il y a tout ce qui est sur opération et gouvernance, tout ce qui est double matérialité et tout ce qui est aussi durabilité. Parce que ce sont des notions quand même qui sont très importantes sur tout ce qui est devoir de vigilance. Alors, je pense qu'on peut passer au slide d'après, où en fait, on a essayé de vous mettre en perspective ce qu'était la notion de durabilité, tout ce qui était critères ESG et tout ce qui était double matérialité. C'est important parce que souvent, on se rend compte que tout ça est mis dans un même panier sans qu'on sache vraiment à quoi sert telle notion. La durabilité, c'est une notion juridique. Alors, je ne vais pas vous faire toute une explication sur ce que représente en droit la notion de durabilité, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la durabilité, ça implique d'assurer la pérennité économique, sociale et environnementale en équilibrant les besoins présents sans compromettre ceux des générations futures. C'est-à-dire que si on ne veille pas à minimiser le changement climatique, par exemple, les effets seront très graves pour les générations futures parce qu'ils ne pourront plus cultiver, entreprendre, ou même il y aura des grosses pénuries d'eau. Donc ça, c'est la notion de durabilité. Après, il y a les critères ESG. Alors, ces critères ESG, sont des indicateurs spécifiques utilisés pour évaluer la performance extra-financière d'une entreprise dans les 3 domaines qui sont visés par le devoir de vigilance et qui permettent de mesurer la responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. C'est un outil qui est utilisé par les investisseurs, par les banquiers, et qui doit être regardé impérativement par la gouvernance des entreprises parce que ça permet de gérer, c'est un peu comme dans une voiture, on a le compteur de vitesse, ça permet de savoir où on en est, si on est vraiment en excès de vitesse sur l'autoroute ou si on roule pas assez vite ou si on est bien, on est assez mesuré. Et il y a la double matérialité. Alors la double matérialité, c'est d'autant plus important que ça fait partie d'une analyse dans le cadre de la CSRD, donc qui est le reporting qui fait la suite du devoir de vigilance. Et donc, la double matérialité, ça implique de regarder la matérialité financière, c'est-à-dire comment sont gérés les risques, les facteurs ESG dans l'entreprise et quel est l'impact financier. Et elle permet aussi de regarder la matérialité de l'impact, c'est-à-dire l'impact sur l'environnement, sur les populations et la société dans son sens civil du terme, c'est-à-dire les communautés, la France, l'Europe, enfin voilà, au sens large. Donc ça, c'est important parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, la problématique n'est plus regardée que sous l'angle financier, mais elle est aussi regardée sous l'angle de l'impact. Ce qui change un peu de hauteur de vue, alors c'est peut-être un peu restrictif, mais ce qui doit changer notre vision en fait d'une activité d'une entreprise. On ne peut plus se contenter juste d'un tableau Excel en disant super, il y a des bénéfices.
Voilà. Ouais. Donc très, très concrètement, voilà, le tableau Excel, c'est exactement ça l'idée, c'est on enchaîne entre des choses dont on est plus ou moins conscient à coup d'Excel, de post-it et ainsi de suite. Bah, en fait, très concrètement, ça veut dire qu'aujourd'hui, tout ça, ça se décline en termes de fonctions, de projets, de pratiques à mettre en place, autrement dit, avec bah, forcément des ressources, des objectifs, des délais, enfin, de tout ce qui est plus classique en termes de projet. Donc, en particulier, une des choses qu'il faut remettre à place, c'est connaître ses propres processus. On le connaît, mais avec une certaine vision, réduction des coûts, efficacité, éventuellement qualité, Six Sigma, des choses comme ça. Aujourd'hui, bah, il faut reprendre cette connaissance-là avec une vision bah, risque associé. Ce qui est, dans certains cas, c'est facile, dans certains cas, c'est pas évident. Au-delà des processus, c'est ce que tu disais aussi, c'est ajouter les entrants, conception, les contributeurs, tous les contributeurs possibles, le pilotage, l'exécution et la fin de vie du produit, au sens le plus large qui soit. Ça veut dire que quelque part aussi, il y a une nouveauté, et quand on parlait de gouvernance, aujourd'hui, lorsqu'on se lance dans une nouvelle activité, il y a quelque chose qui s'appelle NAC, New Activity Committee, enfin, comité de nouveaux produits. Bah, quelque part, aujourd'hui, ça se fait entre chefs de projet, éventuellement juristes, éventuellement peut-être la finance. Bah, désormais, il faut intégrer bah, les experts ESG dans la gouvernance des produits. C'est quelque chose que les banquiers connaissent, c'est quelque chose que les industriels connaissent. Mais ceci dit, ce n'est pas encore quelque chose qui est totalement partagé. Donc, en termes d'organisation, de structuration des différentes pratiques, bah, il y a des nouveautés à mettre en place. Les stakeholders dont tu parlais, Anne, tout à l'heure, bah, il faut les identifier. Il faut surtout que ces stakeholders soient de nature, enfin calibrés suffisamment pour qu'ils soient en mesure de répondre avec le bon niveau de qualité, d'exigence, de disponibilité à ces nouveaux processus dans lesquels ils sont partie prenante. Donc on dit, il ne faut pas qu'il y ait un responsable G qui fait tout, à la fois tout et rien de bien. Donc voilà, il y a quelque chose, il y a tout, ça fait partie des fonctions qui sont assignées donc avec des feuilles de poste, des organisations, ainsi de suite. Voilà, donc tout le côté tout ça doit être mis par écrit. C'est peut-être un peu immoral présenté comme ça, mais ça veut dire qu'il faut que toutes ces règles soient explicites, opposables à tout le monde, que si jamais on s'écarte de ces règles-là, bah on joue au niveau de la faute individuelle et pas au niveau de la responsabilité de l'entreprise. On aura toujours des brebis galeuses, le but du jeu, c'est de les détecter, c'est de les éliminer, enfin, c'est savoir les gérer. Mais le jour où l'incident arrive, il faut absolument se dire, bah, c'est une personne qui va être là. Voilà. Et puis, bah, un dispositif d'analyse de signaux faibles efficace. C'est les whistleblowing, donc les remontées d'alerte, tout ce qu'on connaît. Il y a un côté data derrière, on va pas mal en parler. Mais en gros, c'est tout mon environnement, y compris les médias, y compris la facturation, y compris la qualité de service, y compris l'absentéisme des personnes. On verra un joli exemple où le data aurait pu sauver des vies. Donc voilà, donc c'est quelque chose, voilà, c'est intéressant. Et puis tout ça, ça veut dire qu'il y a des nouvelles fonctionnalités, des nouvelles règles de données. Bah, il faut faire en sorte que ces règles-là soient aussi sécurisées. On va exposer des nouvelles faiblesses quelque part, mais il faut que ça soit sécurisé. Que les circuits des données, que les prises de décision, bah, que les bonnes personnes prennent les bonnes décisions, puissent pas dire je ne savais pas. Mais d'un autre côté, il ne faut pas non plus qu'on communique n'importe quoi, n'importe comment. C'est tout le côté communication de crise avant la crise. Voilà, c'est quelque chose qui, dans des mauvaises mains, peut aussi donner de très très mauvaises idées à des personnes. Voilà. Donc voilà, donc en tout cas, donc c'est à la fois nouveau, mais d'un autre côté, quand je liste les projets, c'est quelque chose qu'on sait faire déjà dans notre cabinet, qu'on fait, on va dire, assez régulièrement. C'est juste que c'est un état d'esprit, on va dire, nouveau. Voilà. Je sais pas, je te repasse peut-être la Ah, parole pour la suite. alors oui, c'est un état d'esprit nouveau. C'est surtout une appréhension des responsabilités qui est sans doute un peu différente. J'aime bien prendre comme image, aujourd'hui, il faut faire ce qu'on dit et dire ce qu'on fait. Pourquoi? Parce que en fait, on est passé il y a quelques années à la soft law, c'est-à-dire tout ce qui était RSE était volontaire, et puis petit à petit, les textes sont venus réglementer tout ce qui est RSE parce que
On s'est rendu compte que, en fait, on pouvait prendre des engagements, on maîtrisait pas trop derrière comment ça se passait, s'ils étaient vraiment mis en œuvre. Et donc, les lois sont venues, et celle concernant le devoir de vigilance en France, on est l'exemple type, c'est-à-dire que parce qu'il y avait sans doute pas assez de questions qui se posaient sur le mode de faire des fournisseurs. Il y a eu des atteintes graves à des personnes. Et donc, de ce fait-là, on s'est rendu compte qu'il fallait quand même que, si on se dit vraiment vigilant sur les risques ou sur tout ce qui est climatique, il faut quand même qu'on puisse prouver que on le fait bien. D'où tout ce qui est suivi des critères ESG, c'est quand même le cœur du suivi, en fait, c'est ce qui permet de mesurer. Et c'est comme ça qu'en fait, en passant de la soft law à la hard law, voilà, au droit dur, il y a une faute ESG qui a commencé à émerger, qui a été caractérisée. Alors, qui se retrouvent hein, dans des sujets comme le greenwashing ou par exemple, mais j'en parlerai un peu plus tard, des sociétés s'engagent et en fait on se rend compte que c'est pas tout à fait vrai, mais parce qu'on voilà, on sait tous comment ça se passe dans la vie de tous les jours. On promet et puis parfois on ne sait pas comment faire pour réaliser. Et puis un symptôme vraiment, un effet d'ailleurs de cette importance des critères ESG, c'est qu'il y a une cour, la cour 512, qui a été créée pour gérer tout ce qui est contentieux lié au devoir de vigilance et tout ce qui est à la CSRD. Donc tout ce qui touche à toutes ces questions ESG. Et pourquoi c'est très intéressant, c'est que comme je l'ai évoqué tout à l'heure, en fait, le devoir de vigilance impacte beaucoup de domaines très différents. C'est d'ailleurs pour ça que pour mettre un plan de vigilance en place, il faut souvent une gestion de projet dédiée parce que ça ne peut pas fonctionner sans, parce que ça nécessite de compiler des compétences très diverses. Et c'est d'ailleurs pour ça que cette cour a été créée, c'est-à-dire qu'on est conscient qu'aujourd'hui, le devoir de vigilance, ça touche tellement de choses, tellement de domaines du droit particulier qu'il faut des juges, des magistrats qui puissent toucher à ces sujets-là au quotidien pour créer une jurisprudence qui soit solide et qui sécurise les entreprises aussi. Parce que le sujet, c'est aussi de sécuriser les entreprises. Alors, il faut beaucoup de traçabilité, il faut des actions concrètes, ça je l'ai dit, et il faut une transparence totale. C'est l'enjeu aujourd'hui. Parce que concrètement, voilà, on va juste rappeler quelques cas qui sont Voilà. quand même importants. Parce que vous voyez, donc on a ce cadre juridique qui devient opposable et contraignant. Et quelque part, concrètement, vous voyez, on va prendre quelques exemples concrets. Je pense que celui qui est le plus connu, parce qu'on a parlé, bon, enfin, il est connu, il a fait 1100 morts quand même, donc effectivement, c'est connu, il y a 12 ans maintenant, Rana Plaza au Bangladesh. Donc on va dire, c'est des sous-traitants, des entreprises qui font du prêt-à-porter en Europe, qui sous-traitaient la production de vêtements, de sous-vêtements, des choses comme ça, du textile, qui travaillaient au mépris de toute règle raisonnable en termes de sécurité des personnes, des droits des personnes, et ainsi de suite. L'immeuble s'est effondré, donc ça a fait 1000 morts, plus des milliers de blessés, et ainsi de suite. La défense de base des gens, on va dire des chaînes de prêt-à-porter, hein, c'était quoi? C'est dire, bah oui, mais ça, c'est quelque part le sous-traitant d'un sous-traitant dans une autre juridiction. Moi, j'ai aucun contrôle, j'ai aucune connaissance de comment ça marche. Et ben, devant le tollé que ça proposait, ben, la législation aujourd'hui, ben, non, vous êtes responsable de la totalité de vos entrants, de vos chaînes d'approvisionnement. Donc c'est quelque chose, voilà. Donc absence de vigilance, ben, vous travaillez aujourd'hui avec des gens totalement irresponsables qui méprisent tout. Ben, désormais, on vous interdit de le faire, on vous oblige pour travailler sur le marché européen d'appliquer des règles à vous et à tous vos sous-traitants.
C'est quelque chose, voilà, pour ceux que ce genre de technique intéresse, typiquement Softeam Consulting, régulièrement, chaque année, nos grands clients nous demandent où est-ce qu'on en est sur le respect des libertés, des droits de l'homme, des choses comme ça. Et nous-mêmes, nous sommes, en tant que sous-traitants, je sais pas, de AXA, de BNP Paribas, je sais pas, de la Caisse des dépôts, nous sommes obligés d'être totalement transparents sur ces pratiques-là. Donc, et ça vient, c'est la jurisprudence, c'est Rana Plaza. Autre scandale, parce que voilà, la réglementation, c'est que, comme dans le domaine financier, hein, c'est un coup de scandale qu'on progresse, c'est Orpea, donc c'est maltraitance, insuffisance de prise en charge d'établissements dédiés aux personnes dépendantes. Quelque part, donc c'est les fameuses EHPAD. Donc, quelque part, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu effectivement des abus, mais alors manifestes, pénalement, manifestement très, très importants, pour dire, parce que les gens n'étaient pas traités comme il faut. Et une des choses qu'on a vues, c'est quelque part, il suffisait de voir la consommation des différents produits d'hygiène et de santé pour s'apercevoir que c'était totalement incohérent par rapport au nombre de pensionnaires que l'on avait à gérer. Donc, quelque part, ici, là aussi, ce n'était pas un sous-traitant, ça se passe chez moi, avec un peu de data, un peu de pilotage. Voilà, c'est les fonctions qu'on a vues juste dans les slides précédents. C'était le devoir des dirigeants de se dire il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, même chose au Chili sur des vigilances inadéquates sur les exigences réglementaires avec l'environnement, problématiques d'environnement qui sont extrêmement forts. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, la demande sociale qui est inscrite dans la loi, c'est que toutes ces situations de crise étaient considérées comme en dehors du contrôle, comme des accidents, comme vraiment la force majeure. En fait, aujourd'hui, on ne peut plus invoquer la force majeure, donc s'exonérer de responsabilité dans ces situations-là. Donc ça c'est la nouveauté, c'est écrit noir sur blanc, la définition de force majeure dans l'absolu elle est toujours là, mais sur de l'ESG, il y a le devoir de vigilance qui vient un peu contrecarrer ça. Et donc, qu'est-ce qu'il y a derrière? Donc, petit rappel super important. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si je regarde mathématiquement, ça c'est mon côté risque bancaire, hein, voilà, pour raccrocher les wagons, l'espérance de gain, le gain possible, moralité multiplié par la probabilité de sanctionner, et sera en permanence inférieur au coût de la sanction et des dédommagements et des remédiations. Donc ça, c'est la formule mathématique, au sens balois du terme, de dire le crime ne paye pas. Voilà, c'est la même chose, quoi. Donc, c'est quelque chose de très important. Et on vous parlait de quoi? Donc, vous voyez, il y a un côté, tout ça, il y a un petit côté de data. Donc, je te laisse un peu poursuivre sur cet aspect-là pour en savoir plus. Oui, c'est en fait ce qui ressort de tout ce qu'on vient de se dire et de notre expérience, hein, c'est que le devoir de vigilance, il doit être suivi, il doit être organisé et on revient toujours à quelque chose qui est extrêmement important, c'est la gouvernance de la donnée et les mesures des critères ESG. C'est à chaque fois qu'on rentre dans un dossier, on se rend compte que c'est le cœur du sujet. C'est que soit ça n'a pas été regardé, soit il n'y a pas une réelle prise de conscience, soit il n'y a pas de gouvernance de la data. Alors, très souvent, en fait, ce qu'on voit, c'est pas de gouvernance de la data. Alors, quand je dis pas de gouvernance de la data ESG, ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas de stratégie concernant les critères ESG, mais en plus, la donnée n'est pas vérifiée. La donnée peut être différente d'un service à un autre et personne ne la vérifie. Donc, ce qui fait qu'il y a des tableaux Excel, hein, parce qu'on c'est ça la réalité. Il y a des tableaux Excel qui remontent avec des données totalement fausses. Et donc, le dirigeant ou celui qui va dealer, par exemple, un contrat, il n'aura pas les bonnes données, pas la bonne durée. Et ça, c'est une réalité où il n'y aura pas le bon nombre de salariés, où il n'y aura pas, par exemple, dans les alertes, il n'y aura pas la remontée des alertes. Donc, tout ça, on se rend compte que ne pas mesurer tout ce qui est critères ESG, ne pas mesurer tout ce qui est risque, en fait, c'est se mettre en danger. Parce que quand on mesure ça permet ça permet déjà de savoir où on en est et là où il faut travailler en priorité. Et c'est d'autant plus important que tout ce qui est critères ESG est regardé aujourd'hui tant par les assurances,
mais aussi par les banques. Mmh. C'est-à-dire que pour avoir des financements aujourd'hui, ça devient plus compliqué parce qu'il faut prendre des engagements. Donc, c'est une mesure qui est relativement saine et en plus utile. Donc, c'est pas totalement désuet comme, Mmh. comme principe. Mmh. Alors, c'est aussi très important et c'est là où on rentre aussi dans les effets bénéfiques en fait de tout ce qui est gestion, gouvernance de la data ESG. C'est que en fait, on pourrait en citer énormément de cas de greenwashing qui sont très révélateurs du fait que les entreprises annoncent des engagements qui n'ont pas forcément mesuré ou vérifié. Donc en fait, derrière, évidemment, ils se font condamner parce qu'en fait, ce qu'ils ont annoncé n'était pas vrai. Et vrai, Mmh. ou du moins, et ça c'est très important de le dire, ils ne s'étaient pas mis en ordre de marche Mmh. pour réaliser ce qu'ils s'étaient fixé et ce qu'ils avaient annoncé comme objectif. Alors, bien sûr, il y a le cas de Total, hein, mais on peut, on peut parler de KLM aussi ou d'autres sujets. Et puis, au-delà de ça, il y a aussi McDo qui s'était engagé sur des critères ESG et qui n'étaient pas en phase avec ça, ou même Nespresso, hein, au-delà de ça, qui s'était engagé à ce que tout, de mémoire, tout soit recyclable. Or, c'était pas vrai, mais une fois de plus, en fait, si on mesure concrètement, si on regarde, si quand on fixe un objectif stratégique, on met les bons indicateurs en face et qu'on vérifie, il est toujours temps de réajuster parce que parfois on se rend compte qu'on s'est fixé des objectifs qui n'étaient pas réalisables et ça arrive à tout le monde. Donc l'essentiel, c'est de pouvoir s'en rendre compte et ajuster en Et permanence. et piloter. Et piloter, bien sûr, parce que c'est ça. Mmh. Le piloter, sans indicateur, on ne pilote pas. Sans indicateur, on ne met pas les bonnes méthodes de remédiation, on ne gère pas, et c'est toujours des risques de contentieux. Et le devoir de vigilance nous apprend quelque chose, je pense, c'est de ne pas rester braqué sur ce qu'on s'est fixé comme politique, c'est de savoir être résilient, en fait, s'adapter, toujours s'adapter. Et ça, je pense que c'est vraiment ce qu'il faut retenir de ce devoir, c'est qu'on s'adapte. OK, on a le droit de trébucher, on a le droit de faire des erreurs, mais c'est pas grave. On rectifie toujours et c'est ça l'évolution permanente. Et par exemple, quand on a des données erronées, ben, on se débrouille pour que les données soient plus Mmh. meilleures, voilà, vérifier. Donc, c'est ce qu'on appelle la gouvernance de la donnée. On apprend aussi, en prenant des engagements, que on gaspille énormément d'eau, on ne fait pas attention. Bah, ça nous apprend aussi à faire attention à nos ressources. Et puis, aussi avoir des retours d'expérience, c'est très intéressant. Pourquoi on a perdu un client? Bah, il faut qu'on sache pourquoi. Pourquoi les clients ou les investisseurs ont moins confiance en nous? Bon, bah, voilà, il faut se reposer des questions, il faut savoir se remettre en question. C'est, je pense, l'impact stratégique majeur du devoir de vigilance. Ce qu'on regarde, c'est quand même que quand ce devoir est réalisé, alors, OK, aujourd'hui, ça s'applique aux grandes entreprises, mais ce qu'il faut quand même voir, c'est que par ruissellement, ça va s'appliquer à toutes les autres entreprises parce que les grandes entreprises vont demander à leurs fournisseurs, Mmh. à leurs sous-traitants de justifier qu'ils respectent quand même des critères. Donc, quelque part, tout le monde y est plus ou moins soumis. Et puis, une fois de plus, comme ce que je disais en introduction, le devoir de vigilance, ce n'est que être prudent. Être prudent. Donc, être prudent, c'est en fait, Mmh. c'est de la gestion saine d'entreprise. Donc, C'est ça. quelque part, c'est pas, voilà, quelle que soit la forme, l'essentiel, c'est de le faire. Et ce qu'on voit, hein, c'est qu'un plan de vigilance efficace, ça permet de réduire les coûts en cas de gestion de crise. Alors, on a estimé ça, il faudrait faire une étude plus fine, hein, mais on voit qu'on peut réduire les coûts jusqu'à 30%, ce qui est assez important, et même parfois plus, hein, notamment sur les cyberattaques. Après, il y a tout ce qui est amélioration. Pardon, c'est après, Oui, excuse-moi, je suis allée. oui, oui, non, mais tu très Voilà. Et après, c'est tout ce qui est aussi amélioration des primes d'assurance parce que on n'en a pas parlé. C'est vrai que
pour un assureur, savoir que l'entreprise gère ses risques, est conscient des risques, anticipe, met des plans de prévention, bah, c'est plutôt rassurant. Alors que ceux qui sont tout fous, qui y vont, qui se disent super, on y va. Bon, bah voilà, hein, il y a une grosse différence d'approche. Et effectivement, pour un assureur, je peux comprendre que la première approche soit plus rassurante. Et puis après, il y a les accès évidemment au financement qui sont différenciés et on peut le voir là ces derniers temps. Tout ça impacte vraiment la valorisation boursière de temps en temps, enfin régulièrement. Et ça, c'est pas neutre pour les entreprises. Et on n'a pas parlé non plus de tout ce qui est réputationnel parce que ça a aussi un enjeu sur le chiffre d'affaires. Une entreprise qui, par exemple, ne gère pas bien sa cybersécurité et qui se fait pirater tout le temps, bah, évidemment, les clients ont moins confiance et rentreront moins leurs données bancaires, notamment. D'autant plus qu'en cas de manquement à la sécurité des données, le RGPD nous oblige à publier l'information. Donc déjà, c'est quelque chose qu'on ne peut pas cacher. Voilà, c'est une faute pénale en soi que de cacher l'information. Et juste pour terminer, cette valorisation auprès des investisseurs, c'est une valorisation. Dites-vous qu'aujourd'hui, l'essentiel des investisseurs, c'est des fonds. Des fonds gérés par AXA, c'est des fonds souverains, des choses comme ça, qui ont généralement dans leur politique explicitement le fait que moi, je n'investis que dans des sociétés durables. Autrement dit, le fait d'être mauvais, soit à la limite, je suis bon, mais je ne peux pas le prouver, donc ce qui revient au même du point de vue du fonds, ça me prive d'une partie extrêmement importante des financements. Genre, la quasi-totalité des fonds gérés par AXA, par exemple, c'est des fonds qui, dans une politique, bah, moi, je refuse d'investir dans quelqu'un qui n'a pas une politique socialement responsable correcte. Il y a un certain nombre de gros donneurs d'ordre qui sont nos clients, qui refusent de travailler avec des prestataires qui ne sont pas ESG compliant, avec un certain niveau minimum qui n'est pas si minimum que ça. Donc, vous voyez, c'est quelque chose, on n'est pas dans du green, enfin le greenwashing, et la pression, elle n'est pas que réglementaire, elle vient aussi du marché. Voilà, donc c'est un peu pour donner de l'espoir. Là, on vous a fait un peu peur, mais quelque part, une fois que vous avez franchi cette étape, c'est clairement un avantage compétitif durable que vous avez. C'est ça, en fait, c'est toujours un peu difficile et on se dit, oh là là, ça va nécessiter des coûts en plus, une organisation différente. Mais in fine, en fait, les entreprises qui l'ont fait sont plutôt très contentes et satisfaites des retours. Et c'est ce qu'il faut, il faut bien insister là-dessus, c'est qu'effectivement, comme toute réglementation, on y va pas forcément avec entrain. Et pour autant, ça peut nous aider à mieux gérer, à nous poser des bonnes questions. Questions qu'on ne se serait pas forcément posées parce qu'on est tous dans nos habitudes, alors que ces questions-là sont extrêmement importantes. Dans tous mes postes, j'ai souvent entendu, mais pourquoi faire autrement? On a toujours fait comme ça et ça fonctionne bien. Les temps changent. L'IA n'existait pas il y a 20 ans. Et c'est pour ça qu'en fait, aujourd'hui, on doit s'adapter et on doit s'adapter d'autant plus vite et en permanence que la technologie avance de façon très rapide et que ce n'est pas fini. Et que ce n'est pas fini. Et alors, pour clôturer sur le devoir de vigilance et nos convictions, c'est que le devoir de vigilance, ce n'est pas une simple obligation réglementaire, c'est une opportunité stratégique majeure. En adoptant une approche proactive et complète, les entreprises peuvent transformer les contraintes, enfin 7 contraintes d'ailleurs, il y en a un peu autour, mais bon, en source de création de valeur durable. Et ça, c'est important de le dire. C'est une approche qui sécurise, une approche qui anticipe et l'avenir, qui pérennise l'activité. Et ça, c'est vraiment très important. Alors, j'aime bien dire que le devoir de vigilance, c'est pas une lourdeur administrative en plus, c'est un casque, une boussole, un GPS. C'est ce qui nous permet d'avancer dans la vie, dans notre activité, sans se casser la figure.
L'autre image qui m'est venue en rédigeant un petit texte pour le 60 minutes, c'est le casque sur les pistes de ski. Alors, en fait, il y a quelques années, maintenant de longues années, personne n'avait de casque sur les pistes de ski parce on trouvait tous que c'était moche, qu'un bonnet c'était plus, ou que ça tenait chaud, enfin que ça grattait. Enfin bon, bref, c'était jamais bien. On a commencé par le mettre à nos enfants et où les cours de ski, les moniteurs l'imposaient aux enfants parce qu'en fait, on s'est rendu compte que quand même sans casque, les accidents étaient plus graves. Et puis, petit à petit, les gens ont commencé à mettre leur casque pour protéger leur tête, hein. Et puis aujourd'hui, en fait, les gens sont... C'est un accessoire de mode. Maintenant, c'est un accessoire de mode. Ça sera peut-être le devoir de vigilance sera peut-être un accessoeur de mode demain, mais bon, pour l'instant, si on n'est pas encore. Mais surtout, aujourd'hui, les gens qui n'ont pas de casque nous paraissent... Enfin, on se dit tous, ah, il est inconscient, ou alors il skie tellement bien, mais en fait, même le ski tellement bien ne va pas, puisque les champions de ski ont un casque. Donc, on se dit qu'ils sont inconscients. Et en fait, le devoir de vigilance, ça va peut-être être notre casque de ski, en fait. C'est ne pas être bon là-dedans. C'est le gars inconscient qui fait un peu peur, qui rassure pas et on n'a pas envie de bosser avec. Voilà. Exactement. Donc voilà, c'est ça. C'était notre mot de la fin. Non, c'est exactement. Donc, cette présentation. C'est effectivement, c'est très très important. Donc, juste pour rappeler, on a, c'est quelque chose. Tout ça, c'est notre expertise. C'est des choses sur lesquelles on travaille. On a tout le côté audit et conformité. C'est quelque chose qu'on a fait sur la partie dans le monde financier. On a fait des plans de remédiation. On a fait la mise en place des cartographies, la mise en place de tout un tas d'identification des vulnérabilités qu'on travaille, qu'on fait sur la partie cyber. Donc, c'est quelque chose sur lequel on est plutôt à l'aise. La certification, donc nous, on n'est pas organisme certificateur, mais par contre, on est capable d'accompagner, y compris de très, très grosses structures pour leur certification. Et puis, si jamais voilà, on s'aperçoit que la certification n'est pas si immédiate, les plans de transformation, c'est quelque chose de transformation, de remédiation, c'est quelque chose qui fait partie un peu de notre ADN, on va dire. Et aussi, on a quand même cette capacité, on est des rares cabinets, donc ça faut le savoir quelque part parmi nous, de se dire qu'on est capable de faire travailler les informaticiens, les architectes du type data, les avocats et les spécialistes de processus dans un cadre qui est cohérent. Donc, vous voyez, c'est quelque chose, on arrive à faire travailler ensemble. C'est pas évident, c'est des cultures radicalement différentes. Hein. Je veux dire, en gros, c'est des gens qui se parlent pas le même langage, qui rient pas aux mêmes blagues. Il faut à un moment les amener, voilà. Il faut à un moment les amener, voilà, travailler exactement au même endroit. Mais c'est quelque chose que ça fait partie un peu des missions intéressantes de faire travailler ces cultures, ces approches dans un cadre cohérent, avec des objectifs, des moyens. C'est un projet. Donc voilà, on a un peu parlé. On a fait le tour de la question. Il est 13h22, donc je ne sais pas. Moi j'ai vu un certain nombre de questions. Est-ce qu'éventuellement, est-ce qu'on peut parler un peu du rapprochement entre la vision de la loi Sapin 2 sur la partie corruption et de la vigilance? Ah oui. Tu peux, ou sinon je le fais. Voilà, je peux. Voilà. Mais on va le faire à deux. Voilà. Alors oui, j'en ai pas parlé parce qu'en une heure on peut pas parler de tout, hein, inévitablement. Mais dans le devoir de vigilance, il y a tout ce qui est Sapin 2, donc tout ce qui est anticorruption. Alors on appelle ça anticorruption, mais c'est assez large. Pratique déloyale des affaires. Pratique déloyale, prise illégale. Enfin, il y a beaucoup de sanctions pénales derrière ce terme-là. C'est en fait la loi Sapin 2, c'est effectivement remettre de la déontologie dans les affaires, hein, et de l'éthique. Et dans la loi Sapin 2, il y a aussi mettre en place des procédures, des processus et des procédures d'alerte, ce qui sont très importants. Alors, j'en parlais un peu tout à l'heure, hein, parce que les alertes sont souvent le premier signe d'un risque qui va se réaliser ou d'une catastrophe annoncée. Et c'est pour ça que les procédures d'alerte sont très importantes à mettre en place. Retour d'expérience et vision un peu pragmatique et opérationnelle, c'est que en fait aujourd'hui on a tendance à mettre
des procédures en place, et notamment sur Sapin 2, sans vraiment se poser les questions de comment c'est appliqué derrière, sans mettre les KPI qui vont bien, sans expliquer aux équipes. Et donc, c'est extrêmement important d'avoir effectivement tout ce qui est Sapin 2 en tête quand on fait le devoir de vigilance, c'est primordial. Mais c'est aussi primordial de regarder comment ça fonctionne et de mettre les bons indicateurs. Et ça, je trouve qu'on le fait pas assez. Et puis après, je vais rappeler une évidence, mais c'est que quand il y a des alertes, il faut les écouter, il faut les procédures qui vont bien, et il faut que les gens puissent gérer ces procédures et ces alertes correctement, et donc qu'ils soient formés. Exactement. Alors après, voilà, je regarde un peu dans les fils des discussions. On a aussi la notion de scoring. Donc, quelque part, le scoring, c'est quoi? C'est un tiers donne un avis sur un état des lieux. Donc, quelque part, l'idée, c'est que le scoring, ça viendrait sanctionner, on va dire, une démarche ESG, dont la partie vigilance fait partie. Donc, c'est quelque chose, ça fait partie du même tableau. Voilà, est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter en plus? Mais voilà, il y a des organismes de certification, typiquement Ecovadis, par exemple, qui est assez connu, qui fait foi. Et aujourd'hui, il faut, Ecovadis vient que l'on soit Total Energy, que l'on soit BNP Paribas, que l'on soit Softim, enfin, ou DocaPost, quelque part, on a des questionnaires avec, si jamais on répond mal ou on répond d'une manière fausse, c'est du pénal. Autrement dit, c'est de la fausse information. Voilà, on rigole pas avec ça. Moyennant quoi, ça fait partie du dispositif qui rassure tout le monde. J'en ai pas sans doute assez parlé, mais en parlant d'Ecovadis aussi, dans le devoir de vigilance, il y a aussi quelque part mettre un plan de transition sur tout ce qui est transition écologique. Ça, c'est extrêmement important. Alors, ça fait partie, j'en ai parlé au travers des critères ESG. Il ne faut pas oublier ce pan de l'histoire. Alors, tout comme Sapin 2, l'un des pieds du devoir de vigilance, donc, c'est l'environnement, et notamment tout ce qui est changement climatique. C'est un sujet, puisque ça fait partie des risques, du top 10 des risques. Ça fait partie des sujets qui sont très importants, petites, grandes et moyennes structures. Et donc, ce plan de transition doit faire l'objet d'une réflexion au plus haut niveau de l'entreprise, parce que c'est quelque chose qui doit être porté aussi, et il doit y avoir les bons indicateurs, puisque ce qu'on voit depuis cet été, c'est que, enfin, on le savait déjà avant, mais la cour 5-12 le traite, et d'ailleurs, Total Energy, c'est Total Energy où j'ai un doute sur, mais bon, a été condamné parce qu'en fait, il ne s'était pas mis en ordre de marche pour respecter les accords de Paris. Ce qu'il faut voir, c'est que voilà, les accords de Paris sont la boussole. Si on peut faire mieux, ça encore mieux, et que ça rentre effectivement dans la responsabilité des entreprises, et donc dans le devoir de vigilance. Exactement. Voilà, et je regarde, moi je ne vois pas d'autres questions. Donc, si vous avez des remarques, des questions, n'hésitez pas à le dire dans le chat de la discussion. N'hésitez pas, on est à votre disposition. Mais sinon, de toute façon, vous connaissez nos noms qui sont bien visibles. N'hésitez pas à nous contacter a posteriori, ou nous poser des questions en direct, ou nous signaler des opportunités, nous signaler des problématiques. Et alors, j'en profite, il y a pas de questions, 3 minutes. Et c'était pour dire, alors, on en a un peu parlé tout à l'heure, effectivement, comme on est conscient aussi que le devoir de vigilance, c'est quelque chose d'éminemment juridique, et notamment, il y a la cour il y a la cour 5-12 qui a été créée, c'est qu'on a mis en place un réseau d'avocats qui nous accompagnent, qui nous aident, qui réfléchissent, et qui peuvent effectivement appuyer nos propositions, gérer les données, expliquer, parce que en fait, c'est en travaillant ensemble qu'on arrivera à mettre des plans vraiment solides. Et ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, en fait, d'avancer dans ce sens-là. Alors, c'est valable aussi pour tout ce qui est IA, RGPD, enfin,
1000 sujets qu'on pourrait évoquer, ou la cybersécurité, mais j'ai compris que la cybersécurité allait être traitée bientôt, donc je ne dirai rien. Non, alors effectivement, c'est une très 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 bonne introduction du prochain sujet. Donc restez à l'écoute et on va regarder un peu la prochaine session de nos 60 minutes. On va parler un peu décliner cet aspect vigilance à la partie cybersécurité. Donc là, voilà, on a le côté juridique, on le dit, on le prouve. On a le côté plus très technique. Mais ça fait partie du même tableau, de la transformation des organisations, et une transformation dans laquelle on estime que nous, on a quelque chose, enfin, on a un savoir-faire, on a quelque chose à dire. Donc on communique dessus. Donc n'hésitez pas, en tout cas, ça fait partie de notre communauté d'expertise. Sinon, moi, je vous dis, voilà, je pense qu'on a épuisé le sujet. Je regarde, on n'a plus d'autres questions. En tout cas, merci beaucoup à ceux qui sont à l'écoute en direct. Merci à ceux qui nous ont écoutés en podcast. Et ben, je vous dis, restez à l'écoute et à c'est tout. bientôt. Exactement. À bientôt. Au Voilà. revoir. Au revoir.